entretien que vous nous aviez accordé, intitulé Syrie, Libye, France, agent du Qatar, vous aviez prévu que la chute de Tripoli allait provoquer l'effondrement du Mali et obliger la France à intervenir. Que pensez-vous de la situation actuelle justement au Mali et de l'intervention française? Écoutez, c'était prévisible. Qu'avez-vous derrière? Prenez une carte. Prenez une carte, regardez les frontières. Reportez-vous Libye du Sud, Tunisie du Sud, Algérie du Sud, Niger du Nord, Mali du Nord. Les frontières sont poreuses. Les colonnes de 4x4 peuvent partir du sud libyen et atteindre le Nord Mali en moins de 24 heures. D'où venaient les preneurs d'otages qui ont attaqué le site Béziers en Algérie récemment? Ils venaient de Libye. Ils avaient des armes provenant des stocks libyens et ils avaient des battle dress livrés par le Qatar aux gens du CNT au moment de la révolte contre Kadhafi en 2011. Le nid de frelons dans la région, c'est la Libye. Il ne faut pas espérer que l'Afrique de l'Ouest retrouve la paix et la tranquillité tant que la question libyenne ne sera pas réglée. Et en contrepoint, la question tunisienne. Parce que vous avez d'une part la Libye et d'autre part vous avez les frères musulmans qui sont au pouvoir en Tunisie. Frères musulmans qui tiennent toujours le double discours. Le discours pseudo-démocratique de ceux qui sont élus d'une part, et l'appui et la compréhension de l'autre côté dont ils font preuve à l'égard des salafistes. Dans le même temps que vous avez eu la prise d'otages et que vous avez eu l'intervention française au Mali, dans le même temps, vous avez eu des combats dont personne n'a parlé dans le sud de la Tunisie, entre l'armée tunisienne et les éléments armés. Vous avez eu des découvertes d'armes et de munitions dans le sud tunisien au mois de décembre 2012 et en janvier 2013. Le nid de frelons se trouve là. Vous n'avez pas d'autorité libyenne, vous n'avez pas d'État libyen. Vous avez des milices armées qui se partagent le territoire. Et parmi ces milices armées, vous avez les groupes islamistes. Je vais vous donner un exemple précis qui va pouvoir vous permettre de mettre en perspective la situation telle qu'elle se présente. Et l'origine et les causes de la situation que nous vivons actuellement. Le chef du Mujao, Abdelhakim, est un Touareg d'origine malienne. Il a été nommé consul général du Mali en Arabie Saoudite. Il a rejoint son poste. Il a ensuite démissionné de son poste. Il est allé à Benghazi, du temps de Kadhafi. Benghazi qui a toujours été un fief islamiste. Vous avez remarqué que au cours de ces 15 derniers jours, la France, les États-Unis, l'Italie, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne ont demandé à leurs ressortissants de quitter Benghazi, là où l'ambassadeur des États-Unis a été assassiné. Il est resté à Benghazi. De Benghazi, il est parti au Pakistan. Et du Pakistan, il rejoindra par la suite le Nord Mali. Donc l'abcès de fixation, c'est la Libye. Les combattants étrangers qui rejoignent les organisations islamistes passent par l'Égypte. Qui est au pouvoir en Égypte? Les frères musulmans. Qui finance cet ensemble? Je ne parle pas de la question des otages, ça, si vous voulez, c'est l'écume. Quel est le financement de ces groupes et de ces formations armées? C'est le Qatar. Le Qatar livre un sac de riz, ou plus exactement, présente un sac de riz dans lequel se trouvent des billets verts. Tant que vous ne mettrez pas fin à la situation actuelle en Libye, tant que vous ne mettrez pas le Qatar en demeure de ne plus soutenir les mouvements islamistes, vous conserverez des zones de troubles qui ont entraîné l'engagement de la France. Et ce n'est que le début. La première phase, la phase opérationnelle et tactique, était assez simple à résoudre. Les moyens militaires étaient là, moyens aériens, moyens humains, aucune difficulté. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Qu'allons-nous faire?
Est-ce que vous croyez que les troupes africaines vont être en mesure de contrôler des espaces qui constituent 3 ou 4 fois la superficie de la France? Qui va donner à ces troupes africaines, fussent-elles d'ailleurs onusiennes, les moyens de surveillance élaborés qu'il faut, surveillance aérienne, surveillance par les drones? Qui va prendre en charge ce coût, le coût de ces opérations? Dans le même temps, la France va être en première ligne, et déjà en première ligne, concernant ce que les imams et les prédicateurs islamistes disent, en première ligne, comme victime désignée, comme prochaine cible pour avoir attaqué les musulmans et l'islam. C'est un prédicateur, le frère du numéro 2 d'Al-Qaïda, qui l'a annoncé sur les ondes de la télévision égyptienne. C'est ce que Al-Qaradawi, qui est au Qatar, celui qui se livre à l'occasion des prêches, de ces prêches du vendredi, à des attaques contre les juifs, contre les chrétiens, contre les croisés, a dit en condamnant l'intervention française au Mali. C'est ce qu'a dit, sous une forme différente, avec un langage diplomatique, le Qatar. Il faut donc mettre en demeure le Qatar de cesser son soutien au mouvement islamiste. Car s'il ne le cesse pas, vous ne mettrez pas fin aux troubles et aux déséquilibres de l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que la France est engagée, que c'est la première phase de cet engagement. Cet engagement va perdurer longtemps. La semaine dernière, la CPI a demandé l'extradition d'Abdallah Senmoussi. Qu'en sera-t-il si la Libye refuse? Alors, si vous voulez, l'affaire Senmoussi, elle est très intéressante. Abdallah Senmoussi est arrêté en Mauritanie en venant du Maroc. Quand il est arrêté le 15 mars 2012, il fait l'objet de 2 pièces de justice qui lui sont applicables. Le mandat d'arrêt délivré par la CPI, à la suite de la résolution 1970 du Conseil de sécurité pour crime contre l'humanité. Et d'autre part, la condamnation par contumace prononcée par la Cour d'assises de Paris concernant l'attentat du DC-10 d'UTA. Le 17 mars, c'est-à-dire 2 jours après son arrestation, Interpol, dont le secrétaire général de l'époque était l'inénarrable Texan Noble. Je dis l'inénarrable Texan Noble parce que ce personnage a passé son temps concernant la Libye à dire que les demandes de notice rouge délivrées à la requête de la Libye manifestaient la volonté de la Libye d'être un État de droit. Que dit Noble, qui diffuse une notice rouge à l'encontre d'Abdallah Senmoussi à la demande de la Libye. Cette demande vise à arrêter ceux qui sont impliqués dans des détournements de fonds. Et Interpol, dit-il, s'est engagé à soutenir les efforts de la Libye dans son objectif de reconstruire le pays et d'établir un État de droit. C'est de cet État de droit que les milices, que les preneurs d'otages d'Algérie sont partis. C'est de ce pays d'où part l'armement et le financement des milices islamistes qui sillonnent l'Afrique occidentale. C'est ce pays où l'ambassadeur, le compatriote de Noble des États-Unis, sera assassiné en septembre 2012. Donc, notice rouge d'Interpol à la demande de la Libye, tenez-vous bien, pour détournement de fonds. Senmoussi va être extradé le 5 septembre 2012. On pourrait penser qu'il serait extradé soit vers la France. Il existe une convention d'entraide judiciaire entre la France et la Mauritanie qui prévoit que lorsque l'un des 2 pays demande à l'autre pays l'arrestation et le transfert et l'extradition d'un individu condamné par une juridiction criminelle ou correctionnelle, la procédure d'extradition suit son cours et l'individu doit être extradé. Il n'est pas extradé en France vers la France. Est-ce qu'il va être extradé vers la CPI? La CPI dont la compétence résulte d'une saisine du Conseil de sécurité. Il ne sera pas extradé
vers la CPI. Il sera extradé pour détournement de fonds vers la Libye. Et non pas extradé pour l'attentat du DC-10 du théâtre vers la France ou pour crime contre l'humanité vers la CPI. Alors pourquoi? Si Senoussi avait été extradé en France ou vers la CPI, il aurait pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Sur l'attentat du DC-10, peut-être aurait-il apporté des précisions qui auraient permis d'atténuer sa responsabilité ou d'écarter totalement sa responsabilité. De même que s'il avait été transféré vers la CPI, il aurait pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Mais il aurait pu également s'expliquer sur les relations financières, par exemple, entre la France et la Libye. Il aurait pu s'expliquer également sur les relations financières entre la Libye, les États-Unis, le Royaume-Uni, sur les relations, par exemple, entre la Libye et Tony Blair. Il y avait une mission qui était en train d'accomplir une mission à la demande de Kadhafi concernant la création d'une nouvelle constitution. Il aurait pu s'expliquer sur les rapports ayant existé entre les services libyens, les services américains, les services anglais et les services français, sur la coopération, sur les effets de cette coopération. Je vous rappelle que la Libye est le premier pays à avoir demandé la diffusion d'une notice rouge contre Ben Laden en 2001, bien avant les attentats de septembre 2001, pour le réduire au silence, pour éviter que l'ensemble de ces questions soient abordées, pour éviter en réalité que les causes réelles de l'intervention en Libye de la part de l'OTAN soient mises publiquement sur le tapis. Eh bien, on l'a transféré en Libye. Arrivé à Tripoli le 5 septembre, plus personne n'a de nouvelles de lui. Alors il y a une question intéressante qu'il faudrait poser au ministère de la Justice français. Avez-vous mis en place la procédure d'extradition qui est prévue par la Convention judiciaire franco-mauritanienne? Est-ce que, à la suite du transfert de Senoussi en Libye, est-ce que ce transfert, qui a été fait en fraude d'une convention internationale, d'un engagement international passé par la Mauritanie à l'égard de la France, avez-vous protesté officiellement auprès des autorités mauritaniennes? Voilà une question qui est intéressante. Et la réponse ou l'absence de réponse permettrait de revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Il a été transféré en Libye pour le réduire au silence, pour maintenir sur l'affaire libyenne une chape de plomb. Alors, concernant, c'est pas une demande de l'accord préliminaire de la CPI, c'est une injonction. La Cour préliminaire a fait injonction à la Libye de lui transférer Abdallah Senoussi. Alors il y a deux hypothèses. Première hypothèse, la Libye exécute cette injonction. Deuxième hypothèse, la Libye n'exécute pas cette injonction. Pour l'accord préliminaire, il n'y a pas d'autre alternative pour la Cour pénale internationale de se tourner vers le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, face à l'obstruction de la Libye, peut à ce moment-là prendre des mesures coercitives sur le plan économique. Est-ce que le Conseil de sécurité va le faire? Quelle va être l'attitude des États-Unis? Quelle va être l'attitude de la France? Quelle va être l'attitude du Royaume-Uni, qui sont à l'origine de l'intervention armée de l'OTAN en Libye? Car c'est maintenant la question, mais la question va au-delà. Si le Conseil de sécurité, si les États membres, les membres permanents du Conseil de sécurité, refusent de mettre en place des mesures de coercition, qui sont prévues, qui sont prévues à la fois par le statut du Conseil de sécurité et par le statut de Rome, ben à ce moment-là, il faudra mettre une croix sur la Cour pénale internationale. Il ne faudra plus parler d'ordre international public. Il ne faudra plus parler de juridiction internationale. La CPI n'aura plus aucune raison d'être, car elle aura manqué à sa mission. Vous savez, mais j'ai aucune illusion sur ce point. Quand on voit les conditions dans lesquelles la procureure de la CPI, si vous voulez, on n'a pas de chance concernant la CPI, je dois dire qu'on n'a pas de chance au niveau de la poursuite. On a eu un premier procureur de la CPI, Moreno Campo, qui était un procureur à l'allure de danseur de tango argentin. Bien.
Et lui a succédé une ancienne ministre de la Justice de Gambie. Je ne suis pas tout à fait certain qu'avoir été ancien ministre de la Justice de Gambie vous donne la qualité nécessaire et la compétence voulue pour être procureur d'une juridiction internationale telle que la CPI. Parce que, je voudrais vous dire un mot là-dessus. Si le Conseil de sécurité ne dit rien, ne fait rien, ne bouge pas, l'ordre international, où est-il? C'est déjà fini hein, pour la France. En France, vous avez au parquet de Paris, vous avez un pôle spécialisé dans les crimes contre l'humanité. S'il y a un pôle spécialisé dans les crimes de l'humanité au parquet de Paris, à quoi sert l'adhésion de la France à la Cour pénale internationale, au statut de Rome? C'est tout le monde se chevauche et se marche sur les pieds. Ça ne sert absolument à rien. C'est un machin, la Cour pénale internationale. C'est la loi des plus forts. C'est pour l'instant la loi, c'est le droit au service des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France. Je ne dis pas de la France, mais très accessoirement de la France. Parce que la France, c'est le petit télégraphiste des États-Unis dans cette partie du monde. Jusqu'à maintenant. Même si les choses commencent peut-être à changer. Moi, ce que je retiens de l'intervention française, c'est que le président de la République a pris une décision ferme. Je vous rappelle que lorsque la France a présenté un certain nombre de propositions, ou lorsque même que la France a fait part de son intention de s'engager au Nord Mali, l'ambassadrice américaine au Conseil de sécurité a dit que le plan français c'était de la merde. Puis prenez maintenant les prises de position américaines qui vous disent oui, le Mali, on n'a pas d'intérêt là-bas. C'est-à-dire que les Américains, ils veulent bien que les autres s'engagent pour eux, mais tant que leurs intérêts, pensent-ils, fondamentaux ne sont pas engagés, ils ne s'engagent pas. Je vous rappelle qu'ils voulaient nous faire payer la note de nos avions ravitailleurs. Alors excusez-moi, je préfère avoir des ennemis francs plutôt que d'avoir des alliés de cette nature. Parce que ces alliés des alliés de cette nature, c'est en général vos meilleurs ennemis, ceux qui vous donnent des coups de poignard dans le dos. Le TPI, justement, connaît bon nombre de dysfonctionnements dans nombre de dossiers, justement, et j'ai l'impression que ça s'accumule depuis peu. Perte de pièces dans certains dossiers, voire quelquefois perte de dossiers en fonction des personnes poursuivies. Absence de protection des témoins efficaces, le deux poids, deux mesures. Donc, est-ce qu'on peut estimer, effectivement, comme vous commencez plus ou moins à dessiner, que le TPI est le tribunal des vainqueurs? Mais bien entendu, c'est le tribunal des vainqueurs. Écoutez, tous les rapports. Prenez l'exemple de la Libye, c'est quand même extraordinaire, si vous voulez. Je crois que Mme Bensoula, elle est comme des petits singes, vous savez, elle n'entend rien, elle ne voit rien. Bon, ça, pour parler, elle parle, c'est la seule différence. Bien. Tous les rapports sur la Libye, je prends l'exemple de la Libye, tous les rapports, Human Rights, Amnesty International, Fédération internationale des droits de l'homme, le représentant spécial de la marionnette là, qui occupe actuellement les fonctions de secrétaire général des Nations Unies, vous savez, le Coréen qui n'existe pas par lui-même, Ben Ki-moon, j'oublie toujours son nom parce que les gens qui n'ont pas d'importance, vous les oubliez rapidement. Bien. Vous disent, oui, il y a des milliers de détentions arbitraires, l'insécurité totale, des exécutions sommaires, etc. Mais attendez. Mais ça rentre très exactement dans le champ de compétences de la procureure de la CPI. Ça rentre dans son champ de compétences tel qu'il a été fixé par la résolution 1970. Alors vous savez ce qu'elle répond, la Gambienne, qui oublie qu'elle n'est plus ministre de la Justice en Gambie, mais qu'elle est procureure de la CPI. Lorsqu'elle va pérorer, parce que je dis que c'est pérorer au Conseil de sécurité, nous enquêtons. Nous continuons à rassembler les éléments de preuve pour une éventuelle deuxième affaire en Libye. Nous continuons de rassembler les éléments de preuve. Mais elle se moque de qui, Madame Bensoula? Non, mais elle se moque de qui? En fait, non, mais elle se moque de qui? les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont elle se moque de qui? Vous avez une population entière, elle est toujours en train de la population de Tawarga. En novembre 1911, a fait l'objet
novembre 2011, de déportation forcée, la ville est déserte. Regardez ce qui s'est passé à Syrte. Vous avez des milliers de détentions arbitraires. Vous avez la torture qui est pratiquée. Vous avez eu des communiqués de Médecins sans frontières qui a fermé son bureau de Misrata parce que, disaient les médecins sur place, on nous amenait des gens qui avaient été torturés et quand on les avait soignés, on les reprenait pour de nouveau les torturer. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Bensoula? Les rapports d'Human Rights, les rapports de Amnesty International, l'ensemble de ces rapports, les articles de presse, les informations crédibles, fiables, qui se recoupent, font état de ce qui constitue des crimes au sens du statut de Rome. Si je mets en parallèle la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, chaque fois que se pose le problème du transfert d'une personne d'un État membre de l'Union européenne vers un État où les droits de la personne ne sont pas protégés. La Cour européenne des droits de l'homme se reporte à quoi? À ces rapports venant d'organisations internationales dignes de foi, crédibles. Madame Bensoula, elle continue d'enquêter 2 ans après les faits. Bien. Au train où vont les choses, ceux qui sont torturés seront passés à la patresse. Alors que si elle faisait son travail, la procureure gambienne, si elle faisait son travail, si non seulement elle, après avoir déclenché des enquêtes, elle demandait à la Cour préliminaire de la Cour pénale internationale de diffuser des mandats d'arrêt contre les responsables libyens qui sont à la tête des milices, dont certains sont membres du gouvernement, pour ces crimes-là, ce serait déjà une avancée sur la mise en place de l'ordre et de la sécurité publique en Libye et par voie de conséquence sur l'ordre et la paix et la sécurité internationale, parce que chaque fois qu'une région du monde est touchée par les troupes, c'est l'ensemble de la paix et de la sécurité internationale qui sont atteints. Voilà pourquoi je dis que c'est une imposture. Parce que, si vous voulez, un autre exemple d'imposture, c'est l'inénarrable Martin Briens. Vous savez, Martin Briens doit avoir les chines souples. Il était, belle performance, ambassadeur de France auprès du Conseil des représentants de la France auprès du Conseil de sécurité du temps de Nicolas Sarkozy. Il est toujours en carrière quand même, non? Il y en a quelques-uns qui, en occupant des fonctions moins éminentes, ont peut-être été écartés, lui non. Et que dit-il? Extraordinaire. Qu'a-t-il déclaré le 7 novembre 2012? Il faut tirer des leçons de notre expérience en Libye. La Cour pénale internationale a démontré sa capacité à agir vite en Libye. Oui, c'est comme Moreno Campo, si vous voulez, à la solde des membres permanents du Conseil de sécurité, membres de la coalition armée de l'OTAN, a délivré les mandats d'arrêt à l'époque contre Muammar Kadhafi, Saïf el-Islam, Abdallah Senussi. Vous avez remarqué que si la Cour pénale internationale a démontré sa capacité à exécuter vite les instructions qui lui étaient données par les puissants, en revanche, depuis que la situation est ce que nous savons en Libye, Madame Bensoula, elle agit pas vite. Elle n'appuie pas sur l'accélérateur, elle appuie sur les freins. Donc ça signifie que les organes de poursuite de la CPI sont à la solde de la politique américaine. Je ne dis pas de la politique de la France, je dis de la politique américaine. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisque les États-Unis, je vous le rappelle, n'ont pas signé le statut de Rome. Et moi, je ne vois pas comment, sur le plan de la compétence, un pays qui n'a pas signé une convention internationale peut demander la saisine d'un organe composant cette convention internationale. Bon, ça, il faudra qu'on me l'explique un jour. La situation en Syrie n'évolue visiblement pas selon le souhait des nations impliquées, directement ou implicitement. Au contraire, on va dire que la solution prônée par la diplomatie russe, et son ministre des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, politique de concertation, attire autour d'elle de plus en plus de diplomatie. Pensez-vous que ceux qui soutiennent justement l'armée des rebelles islamistes vont malgré tout continuer à les soutenir? Mais ça, c'est certain.
C'est certain, si vous voulez, je vous rappelle quand même qu'il y a eu un grand débat. Prenez l'exemple du département d'État américain entre Hillary Clinton et Obama. C'est Obama qui s'est opposé à la fourniture des armes à l'armée, à l'ALS. Alors que Hillary Clinton voulait armer l'ALS. Mais là aussi, je vous renvoie une carte. Prenez une carte. Une carte, elle explique tout. Elle explique l'histoire, elle explique que souvent, elle est à l'origine des causes des conflits. Partez de la Tunisie, Libye, Égypte, Sinaï, Israël, Liban, Syrie. Derrière cette opposition armée syrienne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de nouveau le financement du Qatar avec le financement de l'Arabie Saoudite. Qatar, je dirais encore un mot si vous voulez. Vous savez, c'est les jeux du cirque en France. Bon, on nous sort des cannes. Pour pouvoir condamner, si vous voulez, l'intervention malienne, on est un peu embêté, mais on nous sort des cannes. Bon, le Qatar, comme je vous le disais lors de ma dernière interview, c'est un État faiseur de guerre. Bon, c'est un État aussi où l'on condamne à perpétuité les poètes. Ça fait 2 lignes. Un poète a été condamné au novembre, au mois de décembre à la prison à perpétuité pour cliquer les murs. Dès lors que vous armez, qui compose l'armée, la rébellion syrienne, vous savez, les éléments islamistes qui viennent du Pakistan, qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de Tunisie, qui viennent d'Algérie, qui viennent de France, qui viennent du Mali, qui viennent du Nigeria. Vous avez, si vous vous trouvez en Syrie dans une situation à la libyenne, imaginez, si vous voulez, que l'insurrection armée arrive à ses fins, en étant armée par les puissants, alors qu'ils sont déjà armés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, l'armement transitant par la Turquie. Mais regardez une carte. Le Liban, Israël. Sécurisation, absence de sécurité des chrétiens au Liban, absence de sécurisation d'Israël. Ce ne seront pas les troupes syriennes que vous aurez sur le Golan, ce seront les islamistes. Israël est pourtant intervenu récemment justement sur le territoire syrien. Ça, si vous voulez, je pense que cela fait partie, c'est un peu un jeu complexe, il faudrait qu'Israël définisse sa politique sur ce point. Moi je pense que ça fait partie des accords tacites entre Israël et les États-Unis. Mais je ne peux pas penser qu'Israël ne sache pas ce que représenterait pour sa sécurité l'arrivée des islamistes au pouvoir en Syrie. Ce ne serait peut-être pas les islamistes immédiatement, mais ce serait une situation à la libyenne. La situation à la libyenne, c'est l'insécurité des frontières. L'insécurité des frontières libanaises, l'insécurité des frontières israéliennes. Guerre civile entre musulmans, entre les sunnites, puisque les insurgés syriens sont sunnites, et chiites, avec le Hezbollah au sud Liban. Ce serait une zone de conflagration dont personne ne peut, à l'échelle mondiale, prévoir l'issue. Donc, il n'y a qu'une solution, c'est épuiser et mettre en route toutes les possibilités de négociation. Et si vous croyez, pourquoi croyez-vous que certains membres de l'opposition syrienne sont prêts à négocier avec le régime? C'est qu'ils savent quel est le danger. Ils savent quel est le danger réel. J'allais presque dire que si c'était l'insurrection armée qui triomphait, ce seraient les premiers à être sur la liste. Maître Sekaldi, vous êtes l'avocat de la famille Gbagbo. Récemment, on a vu plusieurs extraditions d'anciens proches de Gbagbo depuis le Ghana pour crimes économiques, crimes de guerre. On se souvient également qu'Alassane Ouattara s'était engagé à poursuivre éventuellement les personnes issues de son propre camp qui auraient pu commettre des tels crimes également. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, je ne suis pas l'avocat de Gbagbo dans la CPI, j'ai été l'avocat de Gbagbo alors qu'il était chef de l'État. Je dirais simplement, si vous voulez, c'est un artifice de plus.
je vous renvoie, vous savez, quand Moreno Campo, j'en dirai pas plus, mais vous pourrez en tirer des conclusions utiles, a quitté ses fonctions de procureur de la CPI. Avant de partir, il a rendu visite à M. Ouattara. Pourquoi il a rendu visite à M. Ouattara? Qu'est-il allé rechercher auprès de M. Ouattara? Parce que soyons clairs sur la Côte d'Ivoire. Commençons par le commencement. L'origine de la situation de la crise en Côte d'Ivoire, elle remonte à quand? En 1999, après le coup d'État contre Bédié. La succession de tentatives de coup d'État après contre le général Gaye. Et son assassinat. Et son assassinat. Quand vous avez en septembre 2002, c'est au moment où l'offensive, la troisième tentative de coup d'État part du Nord, par des bases arrières du Nord installées au Burkina Faso. Qu'avait fait Laurent Gbagbo? Il avait organisé les élections municipales que son parti avait perdues. Il avait organisé les élections législatives, auxquelles n'avait pas participé à l'époque le RDR ni le PDC. Il a organisé des élections municipales. Tous les partis y ont participé et son parti a perdu ces élections. Il a organisé des élections régionales que son parti a gagnées. Il a organisé une conférence nationale sur la réconciliation, à laquelle ont participé M. Ouattara, Bédié et Bédié. Il a créé un gouvernement d'union nationale. Vous aviez comme membres de ce gouvernement national des membres du RDR, le parti de M. Ouattara, et des membres du PDCI, parti de M. Bédié. Alors pourquoi là la rébellion de 2002? Pourquoi la tentative de coup d'État de 2002? Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres forces. Alors si vous voulez poursuivre M. Gbagbo, le président Gbagbo, concernant ce qui s'est passé entre les deux tours de l'élection présidentielle, il faut remonter d'abord aux causes. Vous ne traitez jamais une situation en n'en traitant que les conséquences. Si vous ne vous adressez pas aux causes, vous ne réglerez pas les conséquences. Il faut donc remonter à 2002. Un des chefs militaires actuellement en poste du Nord, un chef de guerre, un comzone comme on les appelle, fait partie des personnes inscrites par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les personnes recherchées. Vous savez pourquoi? Pour crimes de guerre, viol et emploi d'enfants soldats. M. Ouattara veut-il faire la lumière sur tous ces événements, mais pourquoi l'arrête-t-il pas? Pourquoi ne le fait-il pas à la CPI? Là, nous sommes aussi dans le cadre de ce que vous disiez tout à l'heure, le droit des vainqueurs. C'est une vaste comédie. C'est une vaste comédie. Mais a-t-il les moyens justement de pouvoir s'élever contre des ex-dirigeants des forces nouvelles ou contre les troupes, certaines personnes qui dépendent des troupes burkinabèses? Mais oui, mais alors attendez. On parle de quoi? De quoi parle-t-on? Si on parle de justice internationale, allons jusqu'au bout. Si vous me dites, ah non, attendez, il ne peut pas être question de justice, puisqu'il y a des alliances, parce que si on va jusqu'au bout, si M. Soro est poursuivi, M. Ouattara sera poursuivi, parce que M. Soro, il a agi sur les ordres et les instructions de M. Ouattara. S'il y a eu ces crimes, et ces crimes ont eu lieu dans l'Ouest et dans le Nord, où des populations ont été massacrées, où les gens ont été jetés dans des puits, où les maisons ont été incendiées, où les populations ont été chassées dans l'Ouest de leur domicile et de leurs terres, vous avez la responsabilité, vous avez les auteurs, vous avez les co-auteurs, puis vous avez les complices. Et puis vous avez ceux qui sont soit complices parce que les gens ont exécuté directement leurs instructions, parce que vous avez les co-auteurs, parce que sachant ce qui se passait, ils n'ont pris aucune mesure, mais vous avez aussi d'autres responsables, M. Ban Ki-moon, l'ONUCI, dites-moi, qui est en place,
en Côte d'Ivoire, elle est restée l'arme au pied lors des massacres de l'Ouest. L'arme au pied. Les Pakistanais, les Marocains, les Sri Lankais sont restés l'arme au pied alors que, sous leurs yeux, des gens étaient massacrés à coups de machettes ou étaient torturés dans des conditions abominables. Des femmes dont le ventre était ouvert, leurs enfants, les femmes enceintes dont on retirait les enfants ou les fœtus du corps devant les soldats de l'ONUCI, qui n'avaient pas d'instruction, alors qu'ils sont les responsables. Il n'est pas responsable, Ben Ki-moon, il n'est pas responsable, son petit agent coréen qu'il avait désigné comme, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous comprenez, qu'il avait désigné comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Voilà quelles sont les responsabilités. Moi, je n'en veux pas, je vais vous dire, à ces troupes, à ces miliciens. Quelle espèce plutôt des chasseurs d'oiseaux? J'en veux les chasseurs d'oiseaux et les autres, je leur en veux pas. Qui sont les responsables? Ce sont ceux qui ont couvert ces exactions, ceux dont la passivité est à l'origine de ces exactions. Et si le crime d'agression avait été adopté par le statut de Rome, avait été adopté dans le statut de Rome, en Côte d'Ivoire, vous auriez le Burkina Faso qui serait poursuivi pour le crime d'agression au sens de la résolution 3374 des Nations Unies. Le Qatar serait poursuivi pour crime d'agression contre la Libye. La France serait poursuivie. Les responsables politiques français seraient poursuivis. L'émir du Qatar serait poursuivi. Barack Obama serait poursuivi. Cameron serait poursuivi. Voilà pourquoi je dis que cette justice internationale est une palinodie. Elle est une palinodie parce que elle est au service d'un certain nombre d'États. Écoutez, si vous avez le moindre dissident chinois qui a des problèmes en Chine, vous avez toute la presse occidentale qui monte au créneau. Le moindre Tibétain qui se fait écraser le pied par une voiture à Lhasa a droit aux premières pages des journaux. Je ne vous parle pas des, comment s'appellent-elles, les danseuses ou les chanteuses. Les Pussy Riot. Bien. On tue, on séquestre, on tue en toute impunité. On détient arbitrairement en toute impunité. On torture en toute impunité. On exécute en toute impunité en Libye. On a tué, on a séquestré, on détient arbitrairement, on a détenu et on détient encore arbitrairement en Côte d'Ivoire en totale impunité. De quelle justice me parlez-vous? La justice des vainqueurs. C'est tout. La justice des vainqueurs. On est dans ce domaine-là. Alors la justice des vainqueurs, c'est le droit le plus fort. Et quand c'est le droit le plus fort, c'est pas le droit. Voilà. Merci. Merci.